Donc je voudrais savoir à quel moment vous avez rencontré le personnage de Pierre, parce que j'imagine que vous l'avez d'abord vu à la télé, Pierre, non? Donc, tout d'abord, la radio. À la radio. Quand La radio. je suis arrivé en 1974 et j'avais du mal à comprendre le français, la langue. Je m'exprimais d'une manière assez, on va dire, erratique. Je parle encore un peu en français sans domicile fixe. Et j'attendais la radio et la seule personne que je comprenais, en plus parce que l'histoire m'intéressait, c'était Pierre. J'écoutais ces histoires à la radio et on commentait ces histoires. Je ne sais pas raconter ça avec des gens vraiment inattendus comme Narboni. Jean Narboni, donc le critique de cinéma. Moi et Jean Narboni en train de parler de Pierre Bellemare et cette histoire de la... C'était une histoire sur la bombe atomique, une histoire de quelqu'un qui avait assisté à Hiroshima et à Nagasaki. Quelqu'un qui avait échappé aux deux bombes. Bon, après, donc, comme j'aime beaucoup la radio, hein, j'ai même fait des émissions radio expérimentales au Chili et en Italie. Quel genre de radio? D'abord, c'est populaire, c'est-à-dire c'était la radio, c'est une espèce d'évocation des programmes de radio, c'est les comédies, c'est le radiothéâtre, on dit, des midis. Donc pour toute la famille, avec des blagues et plusieurs personnages qui parlaient en même temps. Parce qu'au Chili, comme partout en Amérique latine, la radio, surtout les fictions radio, des radionovelas, quoi. C'était les radionovelas, oui. Très lié au cinéma, parce qu'il avait, les concepteurs faisaient des adaptations de films qui étaient en train de se montrer, et ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire des variations. C'est là où ça devenait intéressant. C'est-à-dire que d'un coup, les personnages qui étaient morts dans les films n'étaient pas morts dans la radio, etc. Donc bref, ça m'intéressait, donc j'ai fait un peu à ma manière, hein, les 2 émissions radio qui, à ma surprise, ont eu beaucoup de succès public au Chili, où la radio est contrôlée par... c'est très contrôlé d'un point de vue commercial, je veux dire. Et donc, pour revenir à Pierre, là, c'est... Ça a été votre maître, j'écoutais alors. la radio, voilà, et c'est surtout professeur de français, parce que là, j'ai mauvais élève, mais j'écoutais Eva Ruggeri aussi. C'est les deux que je pouvais suivre. Et puis, je me perdais déjà avec les émissions de RTL. Moi, j'étais sur Europe 1 à l'époque. Donc vous voyez, Pierre, on ne sait jamais, quand on fait de la radio, comment vous pouvez inspirer des créateurs et des artistes. Ève Ruggeri, qui est une des plus grandes conteuses que je connaisse, bon, très bien. Pour la remercier, justement, la télé la met à 2h du matin. Vous voyez, c'était pas tant, quoi, c'est formidable. Ça me sidère quand on voit des choses comme ça. Et donc un jour, vous recevez un coup de téléphone de Raoul, il a osé vous appeler? Bien entendu, oui, il m'appelle. Mais vous deviez en recevoir des centaines et des centaines d'appels. D'hommes de cinéma, sûrement pas. Non, ça sûrement pas. Non. Juste avant de parler de Raoul, je vais parler d'une chose assez amusante, parce que c'est assez étonnant, quoi. Bon. Un jour, Frédéric Mitterrand, il n'était pas ministre, il était un homme de radio et de télé comme moi, m'appelle au téléphone, me dit « Pierre, il faut que je vous voie. François Truffaut vient de mourir, il faut que je vous voie très vite. » Je dis oui, bien volontiers. Ben, venez tel jour, enfin demain, bon, telle heure, bon. Et je m'adresse à un collaborateur, je dis pourquoi veut-il me voir à propos de François Truffaut? Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'admirais François Truffaut comme beaucoup d'entre nous, mais bon. Frédéric arrive et me fait alors, vos relations avec François Truffaut, votre vie avec François Truffaut. Je dis attendez, stop, je n'ai jamais vu de ma vie François Truffaut et lui ne m'a jamais vu de sa vie. Donc, je dis comment? C'est pas possible, il n'arrêtait pas de parler de vous. Je dis il parlait peut-être de moi. Moi j'ai aussi beaucoup parlé de François Truffaut, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et c'était étonnant. Bon, et alors, à la suite de ça, je me suis dit mais enfin pourquoi parlait-il de moi? Alors j'ai essayé de savoir un petit peu, et finalement un petit peu comme Raoul Ruiz, il aimait bien les histoires que je racontais. Il était aussi un fidèle auditeur, mais pour autant on ne s'était jamais rencontrés. Voilà. Alors maintenant Raoul m'appelle et me donne rendez-vous dans un lieu qui pour moi était étonnant, parce que peu commun pour le monde du cinéma, j'entends, je ne dis pas quand on tourne, mais quand on prend un rendez-vous d'artiste, comme on dit, il me donne rendez-vous dans une brasserie
que je ne connaissais d'ailleurs pas, face à la gare du Nord. Une gare charmante, mais enfin... Plein de valises. Je disais, qu'est-ce que je vais faire dans cette brasserie face à la gare du Nord? Bon, je connaissais Harold Ruiz, bien sûr, de réputation, mais je ne savais pas. Bon. Et puis voilà, alors donc, on s'est retrouvés dans un coin de cette brasserie, sympa. Et là, il m'a exposé l'idée de son film, donc, Trois vies, une seule mort. Et pourquoi d'où était partie son idée. Et son idée était partie, en la déviant complètement, la question n'est pas là, mais d'une histoire vraie que j'avais racontée. Je peux raconter l'histoire vraie? Oui. Bon. Ça se passe, je crois que dans le quartier du Faubourg Saint-Germain, c'est dans ce coin-là à Paris. Il y a une famille qui vit là, bon, très bien, et un jour, le mari disparaît. Il disparaît. Bon, disparition totale, et on ne le retrouve jamais. Bon. 20, 30 ans se passent, bon, la famille est restée vivre au même endroit, la mère, les enfants, bon. Et un beau jour, dans la maison d'en face, il voit s'installer les draperies noires d'un enterrement. Vous savez, à l'époque, on décorait la porte des immeubles de draperies noires et avec l'initiale de la personne. Bien. Et il voit l'initiale de leur nom. Alors bon, évidemment, il ne pense pas du tout à eux, la question n'est pas là. Mais il dit, c'est amusant, bon, c'est la même initiale que notre nom. Et en descendant, la mère a la curiosité d'aller entrer dans cette porte, et généralement, des faire-part étaient là, qu'on pouvait prendre sur une petite table. Elle prend le faire-part, et elle voit que ce faire-part annonçait la mort de son mari. Et c'est une histoire vraie. Oui, vrai. Et ce Vous mari Pierre avait vécu des années en face d'eux, à les observer, à les regarder vivre, en quelque sorte. C'est du Ruiz pur C'est du Ruiz pur sucre. Alors, mon petit côté pervers fait c'est que il y a une histoire de Hawthorne qui est exactement la même histoire, avec la variation de Hawthorne que le personnage, un jour, comme si rien n'était, rentre chez lui sans donner d'explication. Et ce qui est plus étonnant, la famille ne demande pas d'explication et continue à vivre tranquillement. Non, mais c'est des cas. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'avais raconté ce cas-là. Et c'est à la suite de ça que Raoul a eu l'idée de construire une toute autre histoire, bien entendu, mais qui part un petit peu, en effet, de cette constatation au départ. Alors, nous allons écouter un extrait de Trois vies et une seule mort. Et nous allons vous entendre, cher Pierre Bellemare, parce que vous allez occuper un rôle central dans le dispositif scénique de cette... on peut dire une pièce de théâtre, c'est un film, mais c'est vrai que ça a les allures aussi d'une pièce de théâtre, avec des rebondissements, du suspense. Et c'est vous qui allez être le narrateur et le conteur de cette histoire absolument extraordinaire. Donc on en écoute un premier extrait. Plus étrange encore est l'histoire du professeur Vickers. George Vickers a 69 ans. Il est encore célibataire et habite toujours chez sa mère. Bonjour, maman. Il est 9 h du matin. Comme chaque jour, le professeur Vickers se prépare à partir. Il fait ses adieux à sa mère infirme. Maman, il fait très beau aujourd'hui. Et tu as très bonne mine. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il fait vraiment très beau. Tu sais, je rentre très tôt aujourd'hui. Je n'ai que 2 heures de cours, donc disons que vers 3 heures, je serai là. Hein? Ah, bonjour, Arlette. Bonjour, professeur. Tout est prêt? Oui, monsieur. Soyez gentil. Rappelez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour le déjeuner? Saumon norvégien, omelette sans jaune, salade de concombre, toast sans beurre, demi-bouteille de champagne. Bah, comment? Et c'est tout? Un peu de fromage blanc, une tisane. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous ajouterez un verre de cognac. Hein? 2. Ben, exceptionnellement, hein? Bon, au revoir, maman. Georges! Oui, maman. Oui, maman. Ne me quitte pas comme ça. Oh, pardon. Pardon. Maman, je t'appellerai de la faculté. Je ne répondrai pas. Comment ça? Je décrocherai le téléphone. Mais pourquoi tu fais la tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas bien dormi? Reste ici. Tu n'as pas besoin de faire secours. Il le faut, maman. Tu sais bien qu'il le faut.
Je ne vois pas pourquoi. C'est si mal payé. Mais il n'y a pas que l'argent, maman. Je ne te comprendrai jamais, Georges. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je tâcherai de rentrer plus tôt. Hein? Au revoir. À tout à l'heure. Il est 10h45. Le professeur Vickers monte l'escalier du grand amphithéâtre de la Sorbonne, 10 minutes avant le début de sa conférence d'ouverture des rencontres internationales d'anthropologie négative. Subitement, il s'arrête. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne s'est jamais senti comme ça. Il regarde autour de lui, stupéfait, comme s'il se trouvait là pour la première fois. Puis il fait demi-tour et redescend les marches. Une force étrange le pousse à traverser la Seine. Une fois parvenu à l'hôtel de ville, il remonte la rue des Archives en direction de la République. Alors nous venons d'entendre un extrait de 3 vies, une seule mort, et on entend bien, Pierre Bellemare, votre voix, votre diction, cette belle langue française, et ce côté de narrateur. Vous êtes celui qui est censé finalement incarner la continuité du film et sa cohérence. Oui. Alors nous venons évidemment de reconnaître aussi la voix de Marcello Mastroianni, qui joue le rôle principal de Matteo Strano. Et finalement, lui, il va revêtir 3 identités, Raoul Ruiz. Donc comment, à partir du vrai scénario de cette histoire absolument extraordinaire, à la Edgar Poe presque, que vous avez raconté aux auditeurs, Pierre Bellemare, comment vous, Raoul Ruiz, vous l'avez surinterprété, vous l'avez anamorphosé en quelque sorte? Oh, je me suis limité à suivre l'esprit de mes penchants pour la culture populaire. Je viens de faire, j'ai fait pour les Chili 2 séries de contes populaires, de la mer et de la montagne. Et comme j'aime beaucoup la radio, je l'ai intégré pas seulement dans ce film-là. Dans les tout derniers films aussi, il y a une émission de radio où quelqu'un raconte ce personnage, la vie imaginée de ce personnage, imaginaire. Et donc, et par l'effet de distanciation inévitable, on voit l'histoire et on la raconte. J'ai réussi à ne pas tomber dans la tentation, qui était évidemment de faire les décalages entre ce qu'on racontait et ce qu'on voyait. Il y a un petit décalage, mais ça, quand même, ça suit l'histoire. Là, je passais par une époque, ça n'a pas duré, où j'avais envie d'être sage, de ne pas trop partir dans des méandres. C'est ce qui m'arrive souvent. Je peux pas suivre une seule histoire, je me répands, et ça c'est peut-être une mauvaise digestion des 1001 nuits, mais c'est moi j'ai tendance à travailler d'une manière polyphonique. Oh, vous le savez pas peut-être, mais là, mes films se font dans les plus grands désordres, un peu comme mon bureau. Mon bureau, c'est un peu une allégorie de ma vie. Tout est mélangé. Oh, quand même, la bibliothèque est bien rangée. Hein. Oh, non, même les petits c'est ma soldats chère de femme plomb qui fait sont des bien efforts, rangés. mais sans succès. Donc vous connaissiez pas Pierre, et donc dans cette brasserie oui. de la gare du Nord. Et on s'est mis à raconter des histoires, justement. Et ce qui était étonnant, c'est que grâce à Raoul, j'ai pu fréquenter un tout petit peu Marcello Mastroianni, et notamment au moment où c'est dans un film, il y a toujours des moments où on redouble de certaines scènes, on refait des corrections sonores en quelque sorte. Bon. Et j'ai eu cette sorte de moment extraordinaire où on est assis, alors c'est autour d'une table de studio, où Marcello était à côté de moi, j'étais là, bon, on faisait chacun des petits raccords par rapport au film. Et Marcello parlait très bien le français, mais on l'entend avec un accent italien tout à fait naturel, bien sûr. Bon. Et comme tout Italien, et notamment les Italiens, parce que c'est très caractéristique chez eux, il avait la volonté de bien prononcer le français. Donc, lorsqu'il avait fait un petit doublage d'une phrase comme ça, bon, très bien, ils sont tournés vers moi, et c'était bien. Herr professeur. J'allais pas corriger Marcello Mastroianni, le plus grand comédien du monde. Bon, c'était quand même extraordinaire. J'étais émerveillé. Et
Ensuite, quand ce film, parce que deuxième cadeau de Raoul Ruiz, et ça, il ne savait pas quand il a tourné le film, il est sélectionné pour le Festival de Cannes. La maison de production, qui était une petite maison de production, pas très riche. Donc, au lieu de se retrouver, vous savez, dans les hôtels, Carlton, machin, sur la Croisette, on s'est retrouvé dans un hôtel, trois boulevards en arrière, vous voyez ce que je veux dire? Et alors, pour partir dans les fameuses voitures qui vous amènent, vous savez, Les au limousines festival, noires. alors, faut aller dans un de ces hôtels. Donc, on est allé à pied. À cet hôtel, bon, très bien. Catherine Deneuve qui passait me fait bonjour, je lui fais bonjour. Et on est parti dans les limousines, donc voilà. Et là, on a eu la chance, la veille de la cérémonie officielle, d'avoir, ou le matin, je ne sais plus, la conférence de presse. Et là, on était très près quand même de la mort de Mastroianni, qui a eu lieu l'année d'après. Bon. Et il était déjà très malade. Et devant la presse, dans cette conférence de presse, cet homme qui avait un humour absolument inouï, hein, c'était vraiment L'élégance, un sens de la répartie, mais c'était magnifique. Il nous a donné une conférence de presse, mais fantastique, quoi, fantastique, de drôlerie, de répartie, enfin, fabuleuse. Donc j'ai eu, grâce à Raoul Ruiz, de tourner un film en sa compagnie, avec Marcello Mastroianni, ce qui n'est pas rien, de donner des conseils de diction à Marcello Mastroianni, ce qui est quand même invraisemblable, d'aller au Festival de Cannes, bon, tout ça, et grâce à Raoul Ruiz qui a eu la gentillesse de me choisir. Voilà, bon, donc pour moi c'est un formidable souvenir. Et ma femme m'accompagnait en robe du soir et tout. Elle montait les marches. Oui, c'était le rêve. Et on a rencontré même un vieux copain, Martin Landau, qui est un vieux copain, le comédien de Mission Impossible. Oui. Enfin, de plein de films, qui était là par hasard. Ouais, c'était vraiment très chouette. Les Cannes, c'était Avec le lui. rêve alors pour vous, Raoul. Rêve? Non. Non, vous en foutiez dès que vous êtes moi, sélectionné à Cannes. je me sens pas à l'aise à Cannes. Non, mais enfin, je le fais, c'est le métier, hein. Il faut le faire, mais je me sens jamais à l'aise. Et c'est pas la question de la solennité, tout ça, parce que je me sentais, par exemple, à Vienne, où c'était le mariage royal, pratiquement la première de Klimt à Vienne. Et là, je me sentais, je sais pas pour quelle raison. Bon, oui, je sais un peu. Et c'est parce que, en rentrant, on vous donnait 2 ou 3 coupes de champagne, ça vous mettait... Oui, tandis qu'à Cannes, on vous offre jamais le champagne. Non, il a l'escalier en plus, que je déteste les escaliers. Donc, et sinon, Cannes, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le côté cyclotron, c'est les photocolles. Maintenant, c'est devenu plus humain. À l'époque, c'était carrément un mur de photographes. Les chasseurs d'autographes, il y a des personnages bizarres, des personnages il y a plein de fous. Et pas toutes Au sympathiques. Festival de Cannes. Oui. Dans le public. Ah Des oui. gens de la rue, qui attendent, dans la ah rue, oui. partout, des gens... Et donc vous les avez repérés, les fous de Cannes. On reçoit des sourires et on reçoit aussi... Moi, j'ai reçu une banane, par exemple. Qui m'est tombée Pourquoi ici, une banane? Des gens qui jettent des bananes, comme ça, mais j'étais une banane. Charmant. Ça peut et faire mal, un œuf un lancer de banane. Et un œuf dur. Ah oui, aussi. Un ça, œuf ça, dur. Ça salit pas l'avantage. Et donc, comment Oui, a été oui. reçu 3 vies et une seule mort au Festival de Oui. Cannes? Quels sont vos souvenirs? Bien. Oui, Bien. Oui. Oui, c'est Bien, très bien. applaudi. Oui. Bon, j'ai dit ça de Cannes, hein, mais j'étais déjà, je calculais, je crois 18 fois. Enfin, après, comme j'ai fait beaucoup de films, de temps en temps, il y a un qui passe à Cannes. Mais 18 fois sélectionné au Festival de Cannes. Et maintenant, officiel, 5, je crois. 4, 5, c'est pas mal, hein. Même si vous avez fait une centaine de films, vous êtes l'un des rares cinéastes à être sélectionné, à avoir été sélectionné plusieurs fois, hein. Oui, c'est très rare. Plusieurs fois. Mais j'étais dans toutes les sélections aussi, les perspectives du cinéma français, Canzen, tout ça. Moi, je me sens plus à l'aise des côtés les demi-marginaux. Ça veut Parce dire que quoi, là, des demi-marginaux? Parce qu'on voulait, pas tout à fait marginaux, mais enfin de 3e rang. Parce je me sens un peu avec le droit de regarder et non pas d'être regardé. Mon métier, c'est plutôt de regarder. Nous, on est passé en conclusion du festival cette année-là. Ah, donc, C'était le dernier film projeté. Dernier film projeté, oui. Donc c'est un grand cadeau et un grand honneur aussi Oui. d'être le dernier film projeté. Et on avait été sur un bateau, après il y avait un repas. Et peut-être que ça a été un des derniers repas pris en famille, par la famille reconstituée, je dirais,
de Marcello, de Catherine et de sa fille, et donc voilà, Chiara. de Chiara, qui était dans le film, hein, n'est-ce pas? Voilà. Oui, Chiara était dans le film. C'est Oui, une oui. de ses premières apparitions Oui. au cinéma, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Et elle est avec bouleversante dans le Avec film. Melville Poupeau, qui était pas non plus un vieux comédien à l'époque. Hein. Non, non, Et il c'est devait amusant avoir parce qu'ils quoi, ont retourné 16 plusieurs ans. fois ensemble. Oui, alors ça, c'est le côté, vous avez raison de le souligner, Pierre Bellemare, c'est le côté fétichiste peut-être de Raoul Ruiz. Quand on regarde sa cinématographie, on ne sait pas combien il a tourné de films. On dit que vous en avez tourné plus d'une centaine, c'est ça? Je sais que je n'ai pas tourné 200 films, ça je le sais. Je l'ai appris par le net. Ah que oui, j'avais c'est tourné- les gens, j'aurais tourné les 200 spécialistes de vous Moi, qui vous ont dit. une fois, j'ai compté 117. Bon, il est 117. Il doit manquer 3 ou 4. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais 200 films, c'est... Bien que, avec une petite dizaine d'années de plus, peut-être que j'arrive. À 200. Tout compris, attention, long et court. Hein. Mais long et très long. Il y a un film 4h30. Effectivement, vous avez jamais formaté vos films. Hein. Non, et d'ailleurs, c'est souvent, c'est presque un lieu commun, mais un petit film peut être beaucoup plus compliqué qu'un long film. Parce qu'on n'a pas le temps de faire un long métrage de 3 minutes, comme j'ai essayé de le faire, et plusieurs cinéastes l'ont fait pour Cannes, justement. À chacun son cinéma. Cette idée qu'a eu Gilles Jacob. C'est commandé aussi, c'est que les cinéastes de Cannes, de gens qui... Oui, chacun Oui, faisait oui. son film et ça Oui, faisait un film 3 minutes. collectif. 3 minutes. 3 minutes pour chacun. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart, c'était intéressant, la plupart ont fait des longs métrages de 3 minutes. C'est-à-dire que dans les 3 minutes, il avait tous les matériels pour un long métrage. Et ils ont pris ça très au sérieux, sauf curieusement les Américains qui ont fait ça de manière assez légère. Et là, on a découvert qu'il y avait les Américains et les autres. Il y a une espèce de fraternité qui s'est produite entre Asiatiques, les Africains, les Arabes, les Latino-Américains et Européens, d'un côté, tous en train de boire du champagne, manger et tout ça, et les Américains de l'autre côté, qui ont cette histoire. Des Américains, je ne parle pas de l'Amérique, je parle de Hollywood, où il y a ces mœurs incroyables, c'est le retour du mal d'œil. Il y a certains comédiens, par exemple, Tom Cruise, qui interdisent par contrat d'être regardé dans les yeux. Non. C'est interdit. Quand vous dites mauvais œil, Et- c'est donc vraiment mauvais œil. Donc c'est littéral. C'est pas un cas isolé. Tous les gens, là, les frères Cohen, apparemment, là on est en plein commérage, mais personne regardait dans les yeux. Mais pourquoi? Regardez Parce en que ça bas, faisait. comme ça, Pourquoi en ils bas. avaient peur d'être regardés dans les yeux? Je sais pas, je crois que simplement ils avaient peur qu'on lui demande quelque chose, enfin, ils voulaient pas être dérangés. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on arrête les gens qui veulent, qui veulent vous embêter. Puis il y avait tous ces gens-là qui regardaient en bas comme ça. Ils ne croisent pas le regard, oui. Oui, Alors c'est- que dans c'est- tous les films de Raoul Ruiz, c'est le regard qui est prédominant. Hein. Non, mais c'est C'est une des histoires de attitude- trafic de regard. Oui, mais c'est une attitude courante chez les stars, dirons-nous. Bon, notamment les stars américaines, bien sûr, oui. Mais aussi ceux qui se croient une star en France, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils mettent des lunettes Ne noires. jamais, bien sûr, Les ne jamais lunettes croiser le noires, regard, c'est ça, de manière à ne pas engager la conversation. Après ça, je vis à New York, no visual contact dans un restaurant. Il y avait une pancarte, c'était marqué Une No pancarte, visual contact. oui. C'est But une pancarte sex que- contact, yes. Il faut pas regarder comme ça parce que je sais pas. Bon, ça m'a étonné autant qu'à Séville, j'ai vu interdit de chanter, prohibido el cante, donc les chants andalous. Je regarde toujours ces pancartes-là, ça fait vraiment une espèce d'équivalent du code civil. Vous êtes très attentif à ce genre de choses. Ils sont très révélateurs. Oui, parce que ça veut dire qu'on vit dans Je une passe mon temps, société enfin, d'interdit tout beaucoup le temps. beaucoup de mon temps, je passe à regarder des choses comme ça. Et donc Pierre faisait remarquer à juste titre que vous aviez fait tourner donc dans 3 vies, une seule mort, 2 jeunes gens, puisque Melville Poupeau devait avoir quoi, 15-16 ans, Chiara pareil, Chiara Mastroianni pareil. Comment alors Melville Poupeau, c'est encore une histoire différente de Chiara Mastroianni, parce que Melville Poupeau, il est dès les premiers longs métrages connus de nous en France, de Raoul, comme si effectivement vous aviez besoin de mascottes et de les voir évoluer devant votre caméra et de les reprendre dans vos films. Pourquoi Raoul Ruiz?
Ah non, mais ça c'est C'est simplement... naturel ou c'est la famille? J'ai un naturel conservateur au fond. Enfin, j'aime bien comme on dit en espagnol, les diables connus, c'est mieux un diable connu qu'un ange à connaître. Donc, je connais Melville, je connais comme il est, et on est venus très copains finalement. Hein. Mais Carré, je l'ai connu par Melville parce qu'il s'était fiancé à l'époque. Pas à l'époque du film, avant. À l'époque du film, il avait déjà... Il s'était Rompu. séparé, rompu, oui. Ah bah donc vous avez Il dû renouait leur... des relations dans le film, forcément. Oui, C'était le donc principe. ça a dû être compliqué pour eux de tourner dans le film. Pas du tout. C'est la jeunesse. Bon, c'est plus la jeunesse maintenant, ils sont 40 ans. Ça, Oui. Oui, mais à c'est l'époque, dire. ils étaient très jeunes dans ce film. Oui, bon, c'est la société liquide, comme dirait ce cher Bauman. Vous voyez, Sigmund Bauman, un sociologue. Disons, c'est les équilibres culturels des pays. Parce en France, effectivement, on ne les connaît pas trop. Tout a été traduit de lui. C'est un sociologue polonais qui travaille en Angleterre, que je croyais un jeune sociologue agressif, comme il est, enfin, et d'un coup, c'est un vieux monsieur de 85 ans, mais très agressif, par contre. Donc, lui, il parle de la société liquide. Donc, C'est-à-dire il a eu en fait une seule idée, c'est la métaphore. Et il y a société liquide quand on achète des biens prioritairement pour les jeter tout d'abord à la poubelle et après éventuellement pour les consommer. Mettons-le comme ça. Une société liquide, ça a été mieux formulé par quelqu'un au Chili il y a quelques semaines qui m'a dit oui, autrefois on achetait une chaise pour que la chaise puisse nous survivre. Maintenant on veut être éternel, alors on achète des chaises très mauvaises, comme ça on est sûr de vivre plus que la chaise. Et c'est déjà consolant, ça. Sigmund Bauman. Pratiquement dans tous ses livres, il y a le mot liquide, l'amour liquide, la précarité comme système. Lui m'a servi pour défendre un peu mes points de vue par rapport au feuilleton et de la culture populaire. Oui, parce que vous ne faites pas de différence entre des films d'art et d'essai et des feuilletons populaires. Sauf que parfois, les films populaires ont plus de l'élément d'expérimentation. Hein. Dans les films des années 30, j'ai vu des choses tellement étonnantes que récemment, dans des films de Jeannette MacDonald et Nelson Eddy, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces deux stars qui faisaient des comédies musicales dans les années 30. Bien sûr, oui. Et là, Bon, il faut un spectateur un peu attentif. Enfin, dans ce film, à la fin d'un de ce film, lui, il a été tué par les maris d'elle, jaloux. Et elle est vieille déjà, elle raconte l'histoire à quelqu'un d'autre, à une jeune fille. Et puis, elle va mourir. Alors, on dit, c'est bon, fin. On a vu l'histoire, Non. Son corps astral sort de son corps. Et ce corps astral retrouve le corps astral de son amant, de son grand amour mort. Bon, enfin, non. Il commence à chanter, à hurler donc. Ils se mettent à hurler, les deux fantômes, là, avec ce corps transparent, ce qui a déjà fait un contresens, c'est très surprenant. Et puis on dit, bon, maintenant ils vont monter au ciel. Non, c'est la caméra qui monte au ciel. Et il reste tout petit en bas, fantôme, mais tout petit. Alors là, c'est fait d'une telle manière, il y a l'élément expérimental dans le film d'art, c'est l'élément de tenter des choses. Dans des films d'Al Jolson, j'ai vu des choses aussi. Hein. Un des premiers caméras subjectives, par exemple, de l'histoire du cinéma, et ainsi de suite. Hein. Mais ça fait penser aussi au dernier film de Manuel de Oliveira, L'étrange affaire Angélica. Lui, il fait souvent l'amalgame, parce qu'il aime beaucoup le cinéma populaire aussi, avec cet humour portugais, qui rend les choses les plus drôles métaphysiques et vice-versa. Vous aimez les films de Manuel de Oliveira? Oui, beaucoup. Non, beaucoup. Oui. J'aime bien l'idée surtout qu'il invente, avec rien, il invente une chose qu'on n'a pas vue au cinéma avant. Par exemple, dans le dernier film qu'il a fait avec justement Marcello, c'est un personnage qui fait un voyage au bout du monde. Le film s'appelle Au bout du monde, je crois. Où on amène un comédien d'origine portugaise voir ses ancêtres, enfin ses parents qui habitent dans les montagnes de Trás-os-Montes. Et là,
C'est un film sur donc, un vieux monsieur, qui est Marcello. Et il a de temps en temps la caméra du point de vue de la voiture. C'est la caméra subjective, donc quelque part, subjective de la voiture, mais pas en avant, en arrière. Seulement, cette invention, avec cette image, en telle qu'elle est de temps en temps, on comprend que tout a été déjà vécu, qu'on ne reste que des choses à... Tout est devenu passé. L'avenir n'existe plus pour lui. C'est pas dit, c'est dit en passant, comme ça. Ou dans les derniers films, un des derniers films, là, de Belle Toujours, non? Où il y a deux personnages qui est Biloger et Michel Piccoli. Qui Donc c'est le remake de Belle de Nuit. Oui, tout à fait. Vous l'avez vu sûrement, Pierre Bellemare, oui. Alors ils se rencontrent De Manuel de Oliveira. pour dire toute la vérité, pour s'expliquer d'une fois pour toutes. Alors il y a un dîner, et d'un coup le dîner, c'est un dîner portugais. C'est-à-dire ils disent rien. Ils mangent, ils font des petits bruits de satisfaction. Et ça se passe comme ça au Portugal? Ah oui, ça c'est très On discute pas pendant les repas. Hein? Moi, j'ai un ami chilien qui est là et qui se promène avec un chronomètre pour mesurer les silences portugais. Il a trouvé un silence de 45 minutes au milieu d'un repas. 45 minutes? Avec trois personnes du cinéma, donc des gens qui, normalement, sont par nature bavards. Il ne faut pas dire un an je passe dans ces cas-là, parce qu'il passe très longtemps. Eh bien, nous allons entendre un second extrait de 3 vies et une mort de Raoul Ruiz avec Pierre Bellemare et Féodor Atkin. Dangereux personnage. Nous sommes à la fin du siècle, au mois d'août à Paris. Paris, à demi-désert en cette période de l'année, et puis c'est dimanche. André Parisi se réveille ce matin-là péniblement. De la cuisine, lui parviennent les bruits familiers des préparatifs du petit déjeuner. Sa fille pleure. Kurwa! Quelques minutes plus tard, il s'apprête à sortir. Il dit à sa femme, Maria, Je vais voir si je trouve une pharmacie ouverte. Tu reviens pour déjeuner? Bien sûr. Tu veux que je te ramène quelque chose? Oui, des tomates et une baguette. À tout de suite. Ça ne va pas? Je ne sais pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal dormi. Ce qui est très frappant quand on écoute des extraits de vos films, Raoul Ruiz, c'est que c'est un univers sonore très structuré, très parlant, et que même si on n'a pas vu le film, on peut tout à fait déjà imaginer des choses, et l'inconscient s'en va. Donc, quel rôle accordez-vous au son et finalement à ces sensualités et temporalités apportées par la bande-son de vos films? Tout d'abord, j'ai une enfance radio. C'est toujours la radio. En Provence. C'est par la radio que c'est ma première culture, enfin, à l'âge de 8 ans, 10 ans, j'ai entendu les premières... Mais c'était une autre radio en même temps. Oui. Là, mais même la radio, en France, il faut le dire, l'époque des feuilletons à la radio, parce que ça a été une époque après la guerre, entre, disons-nous, 45 et 55, ces 10 ans-là, il y a une période extraordinaire de feuilletons avec tous les bruitages possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup par le son. Hein, les gens progressent, vont dans les bois, enfin, on les suit. Hein, et on y croit. Et on y croit, c'était formidable. C'était vraiment une période merveilleuse de la radio. Hein, ce qu'on appelait la mise en onde, Donc là, ça m'a habitué à travailler des petits trucs, comme on vient de l'entendre. Alors, monsieur tel et tel dit à sa femme, et il parle. Et puis, elle lui répond. Au cinéma, théoriquement, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on les voit, ils parlent. Mais il y a une voix off qui dit, et alors elle répond. Alors, ça a plusieurs effets. Enfin, pour moi, c'est simplement, comment dire, j'ai une pulsion, une espèce de mécréance. Je ne crois pas à ce que je vois, souvent. Et alors, les personnages disent une chose, le narrateur dit la même chose,
Et puis, parce que le narrateur le dit, on dit peut-être que c'est pas vrai. Il suffit d'une petite nuance et on perd la foi. On ne croit plus à ce qu'on est en train de voir. On ne croit pas à ce qu'il dit, c'est vraiment ça. L'espagnol le permet plus que le français. La syntaxe, c'est plus erratique en espagnol. On peut dire une chose et une autre. Et c'est le même mot. Par exemple, un personnage dit, c'est mon dernier film, c'est l'évair la juventud. Ça veut dire, votre jeunesse va partir. Vous allez perdre votre jeunesse. Et en même temps, ça veut dire, les jeunes qui vous entourent vont partir. Alors, les deux sens en même temps. En même temps. Et ça, vous aimez beaucoup, ça, comme technique narrative. Moi, je suis un roussellien furibond. Raymond Roussel, avec tous ces jeux de mots, crée des résonances très troublantes. Et puis vous nous faites jamais croire en tant que spectateur que ce qu'on voit sur l'écran de vos propres films correspond à la réalité de ce que vous nous dites, parce que tout de suite vous nous décalez. Je joue beaucoup avec ça, par exemple dans les âmes fortes. Et il y a un personnage que... Donc ça, c'est l'adaptation de Genot que vous avez dû voir, Pierre Bellemare. Et là, il y a le personnage de Thérèse, s'appelle, le personnage central, qui a 95 ans à peu près, donc qui était joué par Laetitia Casta, qu'on avait maquillée. Oui. Donc, on l'amène, la caméra bouge, elle traverse derrière une colonne, elle continue, la caméra la suit, mais dans la colonne, Laetitia s'est arrêtée, il avait là Monique Malinan qui attendait, et c'est Monique Malinan qui sort. Alors l'œil qui voit beaucoup, enfin ça dépend de la personne, mais on perçoit immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette espèce de doute, pour moi, me donne un plaisir cinématographique, spécifiquement cinématographique. C'est ça. Est-ce que ce que je viens de voir, je l'ai vraiment vu, ou il y a une autre chose? Vous faisiez enchaîner Laetitia Casta avec Monique Malinan. Oui. Mais c'est souvent dans les films de Ruiz, c'est ça, c'est ce doute entre la réalité et la fiction, quoi, complètement, enfin, qui est aussi une fiction, bien entendu. Tout est fiction au cinéma, c'est pas ça. Mais on a l'impression de pénétrer à un moment donné dans une réalité, puis non, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Et c'est ça. Il y en a encore une autre. Oui, il y en a encore une autre derrière. Mais c'est ça le charme. Et encore une autre, et encore une autre. Mais c'est ça le charme, je trouve, personnellement. Il y a un homme, moi que j'ai connu, je l'ai connu de son vivant, à la télévision, il faisait une émission historique sur le cinéma, c'était Marcel L'Herbier. Bon. C'était un personnage qui a fait des films absolument, justement, dans une immense poésie. Hein, bon. Et c'est des films où à un moment donné, on est dans le fantastique le plus total. On est en dehors de la réalité, on rentre dans une sorte de monde. Et c'est vrai qu'on savait... au début du cinéma parlant, je ne parle pas du cinéma muet qui est encore une autre chose, mais dans le début du cinéma parlant, on ne va pas se laisser manger complètement par le fait qu'il y a du son, que c'est synchrone, qu'il y a des gens qui parlent. Non, on va continuer justement à utiliser la symbolique du cinéma muet. On ne va pas s'en défaire tout de suite, en quelque sorte. Et c'était un bien extraordinaire. Ça donne un charme et une poésie à ce cinéma parlant-là, que n'aura plus le cinéma ensuite hyper réaliste, qui pour moi n'a strictement aucun intérêt. Mais c'est vrai que dans les films de Raoul Ruiz, on retrouve cette sorte de mélange qui était les évocations en quelque sorte nécessaires au cinéma muet, qui semblent plus nécessaires au cinéma parlant, mais qui en effet vont donner au premier cinéma parlant un charme et une poésie et un romantisme tout à fait extraordinaire. J'ai comme ça la quantité de films en tête où on est toujours entre rêve et réalité. Il y a un film policier comme ça, qui est d'un réalisateur dont le nom m'échappe, qui est extrêmement célèbre, c'est L'assassinat du Père Noël. C'est deux avec Harry Bor. Bon, enfin bref. Bon, c'est un film policier, hein, on assassine le Père Noël. Bon, bien. Eh bien, c'est un film, en plus ça fait avec des moyens très réduits, puisqu'on est on est déjà en guerre, enfin c'était une période très difficile pour le cinéma, et il y a une poésie là-dedans étourdissante, et ce film qui pourrait être médiocre devient un film fabuleux, parce que l'histoire en soi n'est pas très intéressante, mais alors l'univers que développe le metteur en scène est fabuleux. Et c'est toujours ce que fait Raoul, oui. Même si on n'est pas toujours très pris par l'histoire primaire, la poésie du film et son second degré en quelque sorte font qu'on est séduit.
il y a une séduction du cinéma propre à Raoul Ruiz, qui est son style, quoi, qui est vraiment le style qui marque cet homme, et il marque ses personnages. Et je connais pas beaucoup de comédiens qui tournent avec Raoul Ruiz qui n'aient pas aimé tourner avec Raoul Ruiz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une direction d'acteur également très particulière. Oui, alors ce qu'il faut dire, effectivement, Raoul Ruiz, comme vient de le souligner Pierre Bellemare, c'est que il y a une sorte de porosité entre le monde de l'imaginaire et le monde de la réalité, qu'il y a un trouble permanent, une persistance même de ce trouble qui est accentué dans tous vos films. Ça, c'est comme une marque de fabrique. Et qu'en même temps aussi, on ne sait pas qui est vivant, on ne sait pas qui est mort, on ne sait pas qui dit la vérité et on ne sait pas qui ment. Pourquoi ? Ah, pourquoi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi je suis ici, donc c'est ici dans ce monde, je veux dire. Vous avez dit l'influence du feuilleton radiophonique quand vous étiez petit dans une ville de province du Chili. Est-ce qu'il y a eu l'influence des contes populaires aussi dans votre imaginaire? Les contes populaires, bien sûr. La théorisation de tout ça, parce qu'après je l'ai repris. Dans les contes populaires, je travaillais tous les théoriciens donc, qui vont des frères Grimm, Max Müller, tout ça, les universitaires, Afanassiev, Benedetto Croce, Calvino, je cite comme ça. Croce et Calvino, vous les avez beaucoup lus. Oui. Vous êtes très intello, finalement. Je suis très intello, oui, ça c'est... C'est un compliment, hein. Non, je m'intéresse beaucoup au monde académique. Et ma tête a un côté chambre de débarras. J'y mets tout. Tout ce que je ne sais pas à quoi va servir, je l'apprends par cœur. À ces moments, j'avais lu De Artis Venandicum Avibus, qui est un texte de fauconnerie de l'empereur Frédéric II. Mm-hmm. Où j'avais retenu un argument pour le cinéma, c'est qu'il faut deux types de faucons, l'intelligent et l'idiot. Et sinon, ça ne marche pas. Donc, deux faucons, ils attaquent les canards du lac. On lance d'abord l'intellectuel. Il se lance sur les canards, mais il est distrait par les miroirs du lac. Le lac est un miroir, alors il est un peu narcissique et il a tendance à oublier les canards pour se regarder lui-même. Et à ce moment-là, il faut lancer le deuxième, qui est idiot et qui a le sens du devoir. Et là, il part et il ne rate pas les canards. Donc, bon, ben ça, c'est du Raoul Ruiz, là aussi, tout cru. Vous allez peut-être en faire un film, non? J'adore. Mon problème, c'était comment on fait pour distinguer l'intelligent des... L'un porte vraiment son vrai nom, et l'autre... il ne devrait pas s'appeler comme ça. L'intelligent, logiquement. Ou non, il devrait s'appeler comme ça, c'est celui qui est bête qui ne devrait pas s'appeler comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, Pierre Bellemare est devenu ruizien. Ah non, mais j'adore. C'est ça, l'histoire du... le faucon idiot, le faucon intelligent. Ils sont tous très intelligents, d'ailleurs.